chronique financière en date du 18 mars de l'année 2026. Donc, je vais mentionner, comme à mes habitudes, cette petite mise en garde en début d'enregistrement. Donc, l'enregistrement d'aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis toujours pas conseiller en investissement, bien que ça m'intéresse depuis plusieurs mois. Et ce que je dois dire, c'est que les fonds ou les actions qui vont être question aujourd'hui, c'est à des fins d'études. Et ce qui est important, naturellement, c'est de faire vos propres recherches de manière indépendante. Vous rappelez que investir comporte des risques. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de faire preuve de vigilance là, par rapport à toute forme d'information là, abordée. Ceci dit, je vais commencer donc l'enregistrement. Donc, je vais vous faire une petite mention par rapport au fait que j'ai tombé sur une vidéo sur YouTube qui s'intitule Le Québec a inventé le moteur parfait et l'a rangé sur une tablette. Donc, c'est une vidéo très intéressante qui porte sur le moteur roue qui a été développé par Pierre Couture avec l'entreprise d'État nationale d'électricité, c'est-à-dire Hydro-Québec, dans les années 1990. Et puis, l'invention existe, c'est-à-dire que c'est très efficace parce que le moteur roue évite les pertes d'énergie ou, par exemple, il y a un moteur au centre du véhicule automobile, puis par la suite, ça va désolé, j'ai pas le vocabulaire technique, mais l'idée c'est qu'il y ait une distance entre le moteur au centre du véhicule, puis ensuite les roues qui se mettent à tourner. Il y a de la perte d'énergie, plus que la distance, plus que de la perte d'énergie. Tandis que si le moteur est dans la roue, puis chacune des roues a un moteur, ben là, à ce moment-là, ça évite ce type de perte d'énergie. Puis aussi, il y a plus d'efficacité, plus de puissance, plus de force. Donc, c'est une invention très intéressante, très prometteuse du début des années 1990. Puis, en 1995, le projet est mis sur des tablettes. Pendant une certaine période de temps, on n'entend plus parler. Et la vidéo auquel je fais allusion, je mettrai le lien web là, en bas de l'enregistrement, ainsi que les autres vidéos. Fait le suivi un petit peu là, par rapport à ce dossier-là, parce que d'autres entreprises ont pris par la suite la relève du moteur roue. Et bien entendu, c'est pas Hydro-Québec. Non, c'est d'autres entreprises. Et c'est un petit peu déplorable parce que, dans le fond, plusieurs années après, presque 30 ans après, le moteur roue, s'il avait été commercialisé à l'international, ça aurait amené une croissance économique incroyable au Québec. Surtout que c'est une invention qui a été brevetée. Donc, mais, bien entendu, ça ne s'est pas fait. Et tout ça pour dire que ça a tombé dans les oublis, mais là, aujourd'hui, avec Internet, l'information, il y a d'autres entreprises qui ont repris le concept. Donc, on va voir qu'est-ce qui va advenir de tout ça dans les prochaines années. Mais là, je vais aborder le sujet du jour. Là, c'est plus une chronique, quoi qu'il y ait une dimension économique par rapport à ça, là. Parce que c'est quand même une invention qui aurait pu changer l'économie du Québec et favoriser sa croissance, qui, bien entendu, n'a pas été actualisée. Sinon, pour ce qui est en ce mercredi, donc 18 mars 2026, il y avait sans doute beaucoup de personnes qui attendaient de savoir avec impatience si la fédérale réserve aux États-Unis allait baisser, monter les taux ou garder le statu quo. Bien, en fait, ils ont gardé le statu quo, qui me semble une sage décision, compte tenu de l'incertitude par rapport à la guerre contre l'Iran, l'augmentation de la valeur du baril du pétrole qui pourrait propulser les États-Unis dans une nouvelle inflation dans les prochains mois si la hausse du baril du pétrole se maintient ou continue d'augmenter. Donc, c'est sûr que le prix d'un baril de pétrole à au-dessus $1 américain va augmenter par la suite les biens de consommation courants,
comme par exemple les matériaux, la nourriture qui sont transportés par camion qui consomment du pétrole. Donc, il y a tout un impact sur la chaîne de distribution des produits, de l'augmentation du pétrole. Et pour ce qui est de la Banque du Canada, ben, c'est la même chose. Ils maintiennent le taux directeur avec le statu quo. Et je regardais un petit peu là, pour ce qui est du DXY, le DXY en français. Ce qu'on constate, c'est que ce que ça nous indique, c'est que la valeur du dollar américain est à la hausse. Vous voyez ici, il est à peu près à 100. Et depuis le début, en fait, depuis le début, oui, on peut dire depuis le début de l'année, il est haussier. Puis là, plus particulièrement avec la crise qu'on connaît, probablement que le dollar américain va continuer de s'apprécier parce qu'il n'y a pas eu de baisse de taux d'intérêt, parce qu'on est en période d'incertitude, puis par rapport au fait que la valeur du coût du pétrole est à la hausse du baril du pétrole. Pendant ce temps-là, étant donné qu'il n'y a pas eu d'annonce de baisse de taux, ben, qu'est-ce qui arrive pour les investisseurs dans les métaux? Ils sont confrontés à la baisse. Donc, moi, je suis heureux vendredi passé, donc le vendredi 13 mars. Je me suis sorti du marché. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. Vendredi dernier, j'ai naturellement ce que j'avais annoncé dans ma préparation de journée, que je me sortais du marché avec des fonds à effet de levier en lien avec le métal or et le métal argent. Ben, je l'ai fait. Ça a été dur pour mon ego, parce que là, j'avais des pertes importantes, là, comme par exemple à peu près moins 40% là, par rapport à AGQ lié au métal argent que j'avais pris. Un fonds à effet de levier qui vise à augmenter 2 fois les rendements, mais que ce soit à la hausse ou à la baisse. AGQ, si vous le regardez à l'écran, ProShares Ultra Silver, bon, je m'étais fait, dans le fond, j'avais mangé une claque, si on peut dire. Hein. Il était monté ici à peu près à 400$ américains. Puis il avait baissé à 148. Puis vous voyez, après ça, il n'avait pas réaugmenté là, depuis la fin janvier. Et ça, c'était en lien avec la nomination du successeur à la Fédérale Réserve, Jerome Powell, et qui avait une politique plus monétariste qui visait dans le passé à avoir un dollar américain qui est fort, donc c'est pas propice à l'univers des métaux comme le métal argent. Fait que là, il y a des gens qui se sont sortis suite à sa nomination qui vont entrer en poste au mois de mai prochain du marché. Là, ça avait créé le crash ici là, qu'on a connu. Très rapide. Et pour ce qui est des métaux, ben, ça ne regarde pas bien. J'avais en lien avec l'or pris du Beta Pro Canadian Gold Miners x2. C'est-à-dire c'est par rapport aux entreprises liées à l'or avec un effet de levier x2. Puis, vous voyez, ça continue de baisser. Fait que je suis content de m'être sorti de ces deux fonds-là en particulier avec des effets de levier vendredi passé. Présentement, on assiste à une rotation des capitaux, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de mois, par rapport à l'or, il y a un mouvement haussier qui a été clair. Hein? C'est à peu près la montée parabolique presque continue. On voit le mois de novembre jusqu'ici, là, jusqu'au mois de janvier. Novembre à janvier, là, si on regarde la courbe, là, ça montait quasiment vers le ciel. Par rapport à l'or, l'argent allait dans le même sens aussi. Donc, il y avait une fenêtre d'opportunité par rapport à ça, mais là, l'arrivée du conflit entre Israël, les États-Unis et également l'Iran, ça a changé l'agenda parce que on assiste à une montée de la valeur du baril du pétrole, donc qu'on peut constater depuis le conflit. Là. Vous voyez la montée parabolique du pétrole, donc c'est plus le métal argent qui connaît une montée parabolique, c'est le pétrole, en lien avec le début de la période, ça a commencé le 28 février à aujourd'hui. On peut voir qu'essentiellement, il y a une montée parabolique par rapport à l'or. Donc, il y a eu sans doute un repositionnement des capitaux où les gens vont déplacer l'investissement à risque de leur portefeuille sur le métal argent et or vers le pétrole, sauf que le point... Là, j'ai échangé avec une personne en particulier en privé.
Là, j'y expliquais, j'ai dit, là, je peux en parler publiquement, là, il n'y a rien de secret là-dedans, c'est que logiquement, quand on regarde la situation au Moyen-Orient, c'est sûr que si le détroit d'Ormuz, proche d'Iran, où à peu près 20% dans le fond de la production mondiale de pétrole va se déplacer, et ça représente plusieurs millions de barils par jour de litres de pétrole. Si c'est bloqué, c'est sûr que la valeur du pétrole va monter, logiquement. C'est sûr que plus que le conflit va perdurer dans le temps, plus que logiquement, le pétrole va monter à la hausse. Surtout s'il y a des missiles qui vont détruire des lieux stratégiques d'approvisionnement par rapport à la production de pétrole. Donc, c'est sûr que si l'Iran, par exemple, attaque les Émirats arabes par rapport à un endroit que j'ai vu proche du détroit d'Ormuz, où, dans le fond, il y a des oléoducs pour ensuite véhiculer du pétrole, si les installations sont neutralisées, c'est sûr que ça va avoir un impact. Donc, le point, logiquement, c'est sûr, est-ce que je m'adonnerais de la spéculation comme je l'ai fait dans le passé par rapport au métal-argent en lien avec le pétrole présentement, avec des effets de levier, que ce soit x2 ou plus? La réponse, c'est non. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours au début du mois de mars. C'est-à-dire que le pétrole montait d'une manière parabolique à peu près jusqu'au 9 mars. Par la suite, il y a eu le discours de Donald Trump le 10 mars. Ça a fonctionné, hein, son discours. Il dit « Ah, la guerre est presque finie. Les États-Unis sont en train d'atteindre leur objectif plus rapidement que prévu. » Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un flash crash, un peu comme je l'ai vécu avec les métaux à la fin du mois de janvier 2026. Donc, si je m'aurais investi avec un effet de levier ici x2, là, ça monte comme une balloune. Peut-être j'aurais fait du moins 40, moins 60%. Puis le flash crash, c'est que Trump a rassuré une partie de la population mondiale qui investit par rapport au pétrole. Et les gens, ils avaient moins peur suite à son discours. Ils étaient rassurés. Fait que ça a fait baisser le cours du pétrole. Fait que c'est sûr que c'était bon pour lui parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, Trump, au niveau de l'action militaire, il y a une période donnée sur laquelle il peut agir. Dans le sens que s'il a à neutraliser l'activité de l'Iran, ça va se faire dans les prochains jours. Lorsqu'on va être rendu en période des élections de mi-mandat, aux États-Unis pour l'automne 2026, lui, s'il veut que, dans le fond, ses députés, les membres parce que lui il fait partie parce qu'il y a deux partis aux États-Unis, là, deux super partis, là, c'est-à-dire qu'il y a les démocrates et les républicains. Mais s'il veut que ça gagne, des gens qui sont associés à lui, qui sont des républicains, soient élus aux États-Unis et qu'il y ait une majorité forte au Congrès, il doit présenter, entre autres, un bilan économique satisfaisant pour le peuple, qui va justifier que les gens votent pour son équipe, c'est-à-dire les républicains. Puis pour ça, c'est sûr que si les gens se ramassent à payer un prix de fou le pétrole quand ils vont mettre de l'essence, c'est impossible qu'ils n'aient pas envie de voter pour lui. Par contre, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces gens-là votent pour lui pareil et qu'ils acceptent, entre autres, qu'il y ait un enlisement dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, ça serait qu'il y ait une opération aux États-Unis sur faux drapeau qui pourrait se produire où il y aurait des victimes américaines. Parce que là, présentement, les gens, par rapport à la base liée au président Donald Trump, les gens du mouvement MAGA, Make America Great Again, ne sont pas nécessairement contents de la situation. C'est sûr que ça coûte plus cher mettre de l'essence dans son auto. Ensuite, le conflit entre les États-Unis et l'Iran, ça coûte plusieurs milliards de dollars par jour. Donc, c'est en train d'endetter rapidement les États-Unis. Leur dette est à peu près rendu à 39 milliards de dollars. Il y a quelques mois, c'était 36 milliards, 38 milliards, mais ça augmente. Ça augmente constamment. Et le point,
qu'est-ce qui pourrait mobiliser ces gens-là? Parce qu'au niveau des sondages, l'idée que les États-Unis fassent la guerre en Iran, puis encore une fois, les États-Unis soient impliqués dans un conflit à l'international qui va coûter une fortune aux Américains, qu'est-ce qui ferait avaler la pilule? Ça serait qu'il y ait un attentat en sol américain, un peu comme le 11 septembre, qui a mobilisé la population et créé le consentement, comme dirait Noam Chomsky, Manufacturing Consent, pour que les Américains envoient des troupes armées en Irak ou en Afghanistan pour s'attaquer aux méchants terroristes. Donc, ce qui permettrait, si les États-Unis veulent que les gens embarquent dans l'idée qu'il y a une guerre contre l'Iran et que les familles acceptent d'envoyer leurs enfants à servir de chair à canon en Iran, puis qu'il y ait des troupes au sol, ben, ça prend un attentat terroriste en sol américain. Est-ce que je le souhaite? La réponse, c'est non. Mais au niveau tactique, stratégique, c'est quoi qui risque de fonctionner pour mobiliser les gens? C'est soit que sous faux drapeau, un attentat est perpétré aux États-Unis par la CIA, ou que tout simplement la CIA puis le service d'espionnage ou de contre-espionnage américain laisse un attentat se produire, style comme Pearl Harbor qui a été attaqué par les Japonais. Les Américains étaient au courant que les Japonais allaient attaquer, mais pour justifier par la suite qu'ils ripostent avec une attaque, puis qu'il y a une déclaration de guerre entre les États-Unis et le Japon, il fallait que l'attaque paraisse plus sauvage qu'elle l'était, dans le fond, préméditée, en n'avertissant pas les gens à Pearl Harbor qu'elle allait se faire attaquer. Ils laissent les gens se faire attaquer, puis ensuite ça permet de légitimer puis de mobiliser la situation en disant ces gens-là n'ont pas d'allure, qui ont attaqué, etc. Il faut se venger. Bon, ben ça serait la même chose que ça prendrait. Est-ce que sur le plan éthique et moral, je le souhaite? La réponse, c'est non. Mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Ce qui risque de déstabiliser les marchés puis de stimuler la montée de la valeur du métal or, c'est un attentat en sol américain. Là, il faut comprendre que les États-Unis s'en sont pris au chef suprême sur le plan spirituel en Iran, Khamenei, là. L'ayatollah Khamenei, là, qui ont tué en collaboration avec Israël. C'est le guide spirituel, là. C'est comme le pape, là, tu sais, c'est quelqu'un d'une autorité très élevée, là. Puis là, quand on touche à des notions liées à la religion, souvent les gens sont plus fanatisés, là. Donc, à ce moment-là, si eux autres ont été attaqués sur leur sol pour tuer l'un des chefs qui avait une grande importance aux yeux de la population, c'est impossible de comprendre qu'ils puissent vouloir faire une ou des attaques aux États-Unis. D'ailleurs, il y avait une attaque qui a été perpétrée contre une ambassade américaine dans un pays voisin. Puis je ne serais pas surpris qu'il y en ait aux États-Unis. Sauf que le point, c'est un peu comme Pearl Harbor. Peut-être que les services du renseignement américain vont détecter la présence d'attaques, mais ils vont la laisser se perpétrer. Pourquoi? Ben, pour légitimer que les gens acceptent de payer plus cher le coût du pétrole, puis embarquer aussi naturellement les Canadiens dans une guerre contre les États-Unis. Donc, j'entrevois sérieusement la possibilité dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'il y ait des attaques en sol américain, canadien. Puis si on veut que la France embarque, l'Allemagne, l'Angleterre, quoi de mieux qu'il y ait des attaques qui se produisent sur leur sol, soit réellement par des gens, par exemple des Iraniens radicalisés, fanatisés de l'ayatollah Khamenei, là, qui vont perpétrer des attaques ou des attentats sous faux drapeau. Mais quoi qu'il en soit, si le conflit présent est voué à devenir une troisième guerre mondiale, en passant, Yves Zouraud a fait une vidéo récemment qui est intitulée « La troisième guerre mondiale est à nos portes, effet sur les marchés ». C'est sûr, c'est un titre qu'avec ça, tu es sûr d'avoir l'attention, là. Titre très sensationnaliste. Mais on verra bien qu'est-ce qui arrivera dans les prochains jours. Donc, moi, ce que j'entrevois, c'est dans le fond des marchés très volatiles. Mais le point que je voulais faire, ben, c'est ça. J'ouvre des parenthèses, mais il faut que je les ferme aussi.
Sans ça, ça ne tient plus mon discours. Le discours, c'est que logiquement, le coût du prix du pétrole va monter, mais si quelqu'un embarque avec des effets de levier, puis il y a un discours, puis il y a un changement de marché, là, c'est là que la personne peut se faire défoncer. Fait que pour pas me faire défoncer, si je veux m'amuser un petit peu à surfer sur la vague haussière, c'est un petit peu comme à un moment donné, des vagues avec le vent qui monte de plus en plus. Moi, ce que j'ai fait présentement, j'ai pris le fonds IXC. Je pourrais ajouter "-U" là, pour le retracer sur une plateforme de courtage en ligne comme Disnat. C'est un fonds, en fait, auquel je fais allusion, qui s'appelle iShares Global Énergie. C'est par rapport au pétrole, puis également le gaz naturel. Bon, ben moi, j'ai l'impression que vous regardez ce qui se passe depuis les derniers mois, puis le mois de décembre, ben, je pense que la tendance haussière est quand même assez claire, puis on voit que c'est 32% de rendement sur les 6 derniers mois. Je prévois que ça va continuer tant aussi longtemps que le détroit d'Ormuz est bloqué, puis il y a une tension entre les États-Unis, puis également l'Iran. Donc, mais j'ai pas mis beaucoup d'argent là-dessus, là. Tu sais, je peux être transparent là-dessus. J'ai acheté 2 parts. Puis vous voyez, je les ai achetés, ils étaient peut-être à 53$ US. Donc à peu près 100$. Là. Tu sais, c'est pas beaucoup, c'est plus symbolique. Pourquoi? Ben parce que c'est un matériel plus spéculatif. Je ne mettrai pas l'essentiel de mon argent là-dedans. Par contre, parce que il y a une volatilité. Par contre, c'est possible de surperformer probablement pendant une certaine période de temps. Avec ça, le Nasdaq 100 qui fait du surplace, dans lequel j'investis habituellement. Parce que si on regarde les 6 derniers mois, Nasdaq 100 moins 0,12. C'est quelque chose de stagnant. Mais qu'est-ce que je crois plus à long terme? Ben, c'est le Nasdaq 100. Ce qui fait que j'investis entre autres dans HHIS qui est lié au Nasdaq 100. Donc, mais là, j'apprends de mes erreurs parce que j'avais investi, disons, des montants d'argent plus importants liés au métal argent puis le métal or avec des effets de levier dans les derniers mois. J'ai eu à prendre mes pertes. Ça a été dur pour moi. Faut dire que depuis que j'ai commencé à investir puis gérer mon portefeuille en 2024, la plupart du temps, quand j'investis dans des choses, ça a tendance à lever. J'ai pas eu fait d'erreur trop majeure. Là, j'en ai fait une plus importante. Je le regrette. Ça, c'est une autre notion aussi. C'est que quand on investit, ben, il faut être prêt à assumer les risques totalement. On peut dire oui, on est prêt, mais c'est toujours la pratique qui nous rattrape. Puis moi, la pratique, ben, c'est quand j'ai liquidé mes pertes. J'ai été content de le faire parce que quand j'ai liquidé par rapport à ce que j'avais lié à l'or était encore au-dessus du 5000$ US, l'once d'or. Tandis que là, il est baissé à 4839. Puis j'ai l'impression qu'il va continuer de baisser dans les prochains jours à mesure que la valeur du baril de pétrole va continuer à s'apprécier à mesure que le conflit perdure là, au Moyen-Orient entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Fait que là, dans un sens, tout est lié. Ensuite, ce que j'avais pris en lien avec le métal à argent, j'en ai parlé tantôt que je me suis sorti du marché. Mais le point, c'est que, pour prendre des trucs spéculatifs, je peux le faire une partie de mon portefeuille ou de l'argent que je suis prêt à faire, mais l'essentiel, ce que je vise, c'est plus être dans mon cas. Ça, c'est propre à chacun, est un investisseur à long terme qui vit de revenus passifs. Fait que c'est pour ça que je vous dirais qu'une partie de mon énergie en fait, l'essentiel de mon énergie va être plus consacré à de l'analyse fondamentale que de l'analyse technique. L'analyse technique, en suivant l'état de la géopolitique internationale, oui, ça peut être intéressant de le faire. Il y a une dimension stimulante là-dedans, mais c'est pas là-dessus essentiellement que je mise pour m'enrichir parce que c'est un petit peu... c'est très fluctuant. C'est pas un petit peu fluctuant, c'est très fluctuant. Sinon, il y avait d'autres choses aussi que je voulais vous parler aujourd'hui. Là, je vois que mon ordinateur fonctionne un petit peu au ralenti. En fait, il y avait des liens web là, que je voulais vous partager. Donc, si la page peut apparaître. Oui, il y a une analyse qui a été faite par
Paul, c'est un YouTuber où ce qu'on analyse, c'est récent, là, c'est d'aujourd'hui, le fonds négocié en bourse avec option d'achat qui s'appelle Oily, puis ENCL. Donc, il compare les propriétés techniques de ces deux fonds-là d'entreprises différentes là, en lien avec naturellement le secteur du pétrole qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci parce que le pétrole est à la hausse. Donc, logiquement, si le pétrole est à la hausse, bien, qu'est-ce qui va arriver par rapport à ces fonds négociés en bourse qui vont écrire des options d'achat par rapport à des indices liés au pétrole? Bien, ils vont monter, puis ils vont donner du rendement. Sauf que le point qu'il aborde, que je trouve intéressant. Puis c'est également la même chose aussi par rapport à d'autres YouTubers. De ce que je comprends, lui, parce qu'il y en a un autre aussi que lui est en anglais, donc il faut se débrouiller en anglais, ou c'est plus de difficulté, vous pouvez utiliser les sous-titres aussi qu'il y a liés aux vidéos, ou prendre des pauses une fois de temps en temps, mais il est très intéressant, Better Call Paul, la chaîne YouTube, par rapport aux analyses qui sont faites en lien avec les fonds négociés en bourse avec option d'achat. C'est sur quoi je vise à investir à long terme, là, plutôt que des actions spécifiques ou tout simplement des fonds négociés en bourse. Mais il y a aussi Alex Demers avec Finance 360 où il a fait une vidéo récemment qui s'intitule Investir en 2026. Puis là, il met l'image d'un baril de pétrole. Les deux, ce qu'ils disent, puis finalement, avec le temps, je les rejoins dans leurs propos. Quelqu'un qui fait de la sélection de titres pour tirer profit des marchés, de ce que j'ai compris, entre autres, par rapport à eux, c'est que le timing, c'est de se positionner dans le marché quand l'actif nous intéresse de revendre quand il est plus haut, c'est quand il est bas qu'il faut acheter et non pas quand il est en mouvement haussier. C'est un petit peu l'erreur que j'avais faite là, en espérant que ça continue de monter de manière encore hyperbolique là, par rapport au métal argent, parce que j'ai vécu mon flash crash. Bon, ben l'or, puis l'or, c'est un petit peu le même principe. Puis le pétrole, ben c'est encore le même principe. Présentement, il y a une montée hyperbolique par rapport au baril, la valeur du baril du pétrole. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la personne, mettons, le baril de pétrole fait à peu près, disons, entre 30 et 60 dans les derniers mois d'augmentation à la hausse. Non, c'est exagéré parce qu'il était à peu près à 70 000 US. Là, il tombe à peu près, disons, à 110 US. Là, il faudrait que je fasse des ratios pour calculer, excusez-moi. Hein? Mais disons qu'il fait plus que 30 c'est pas le moment idéal de se positionner. C'est de se positionner quand il est bas, puis après ça, de revendre quand il est plus élevé. Donc, puis là, de ce que je comprenais, ce que disait entre autres Alex Demers, présentement, c'est pas de se positionner sur le pétrole, c'est d'aller à contre-courant, à contre-sens. Donc, là, il parlait d'entreprises qui font des logiciels informatiques qui avaient été dévalués, mais il y en a certaines qui, dans les dernières semaines, ont été dévaluées, qui valent moins pour faire des logiciels, mais qui ont quand même une bonne valeur intrinsèque puis potentielle à long terme. Fait que ça serait plus de se positionner par rapport à ça. C'est ce que je comprenais de son propos. Donc, il y a plusieurs façons d'appréhender les choses. Donc, puis l'autre pôle, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait liquidé des fonds négociés en bourse avec option d'achat en lien avec le pétrole pour se repositionner. Là, présentement, les opportunités, bientôt, si l'économie américaine connaît une baisse où il y a... là, j'attends, c'est sûr qu'il y ait une dévaluation du Nasdaq 100, le style moins 25% pour me positionner de manière un peu plus agressive. Ben, sur le Nasdaq 100. Fait que là, là, il y a une stagnation. On va voir qu'est-ce qui va devenir. Sinon, j'avais d'autres choses à vous parler dans le cadre de la vidéo. C'est la sortie dans le domaine des fonds négociés en bourse avec option d'achat de Easy, de la compagnie Evolve. Arian a fait une vidéo par rapport à ça, puis le concept est intéressant. C'est-à-dire que c'est un fonds qui va donner à peu près 30% de rendement par année. 30%, ce que ça peut représenter, bien, quelqu'un qui investit 100 000 $, ça représente 30 000 $. Donc, la personne ne fait rien, puis à chaque mois, on lui paie environ 30 000 $ au total. Puis si la personne réinvestit les revenus passifs qu'elle reçoit
au total de chacun des mois, bien, à ce moment-là, il y a l'effet boule de neige puis exponentiel. Donc, le 30% devient peut-être 34% en réalité, là, avec les rendements composés, donc l'effet boule de neige qui fait en sorte que ça augmente d'un mois à l'autre. Donc, c'est intéressant, c'est composé de Biggie, Inti, Cani. Donc, Biggie, j'en avais déjà pris il y a plusieurs mois, dans le coin du mois d'octobre. Et comme je voyais que 2 des titres, parce qu'il était composé à l'époque de 10 titres, aujourd'hui, c'est rajouté Lily. Mais quand il y avait les 10 titres avec l'entreprise Stratégie puis aussi Coinbase, mais là, je me suis dit, on va tomber en cycle baissier lié au Bitcoin, ce qui va faire en sorte que la valeur de Biggie par rapport à ces deux types-là, surtout qu'un effet de levier de 33%, ça va se mettre à baisser. Et naturellement, j'avais pris une position agressive qu'il a fallu que je liquide. Ça m'a fait un deuil, ça m'a contrarié de liquider cette position-là, parce que je savais que ça donnerait du gros rendement. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas, pour la simple et unique raison que je vais presque tout liquider ma position, sauf à l'exception d'un titre de Biggie que j'avais conservé. Puis là, je regardais, j'étais à moins 27%. Naturellement, le fait que le Bitcoin a baissé dans les derniers mois n'est pas étranger à cette situation, parce que 2 des titres qui à l'époque étaient 2 sur 10 qui étaient liés au Bitcoin, puis le reste c'est pas mal lié au Nasdaq 100 qui est à la baisse. Fait que la valeur de l'action de Biggie qui était à peu près à 25$ US a tombé à 25$ canadiens, pardon, est tombé à 19$ canadiens. C'est une baisse quand même importante, mais pendant ce temps-là, au niveau de l'écriture des options d'achat, ça a super bien performé. Le fonds visait un rendement de 30%. Il a fait 37,35%. Par contre, sur ce rendement-là, il faut soustraire la baisse qu'il a connue. Si quelqu'un l'achète, puis il y a une baisse de 27%, mais il fait 37,35%, disons si on arrondit 37% de rendement moins 27%, ça fait en réalité un rendement réel total de 10%. Ce qui n'est pas tant que ça. C'est pas mauvais, soit dit en passant, mais c'est ça. Il y en a d'autres, il y a INSEE qui vient d'arriver. Fait que là, dans les derniers jours, j'étais tout excité, j'ai été voir ça, j'ai été me familiariser un petit peu avec le fonds, qui me paraît intéressant. On parle quand même un fonds qui a un potentiel au niveau... c'est un fonds de type international. Donc, le rendement, si on prend un rendement sur... on parle du rendement à peu près là, sur un an, 27%, quand même très bien de rendement. Puis, dans le fond, à la différence de d'autres fonds négociés en bourse qui sont tout le temps concentrés aux États-Unis, liés au SP500, au Nasdaq 100, comme USCL, QQCL, bien là, il y a d'autres pays qui ne sont pas les États-Unis, comme l'Angleterre, le Japon, donc Taïwan, la Suède, la Chine, le Danemark. Fait que là, ça m'a plu, j'en ai pris aujourd'hui. Puis, en tant que revenus passifs qui vont rentrer en termes de distribution, donc, c'est des distributions, on parle de 26 sous, 2 fois par mois. C'est quand même bien à ce sujet-là, quand même. Donc, là, on fait 26 multiplié par 2, ce qui fait un total de 52 sous par mois par rapport à une action qui vaut 23,10. Moi, je trouve ça quand même très bien. Puis ça va compléter d'autres choses que j'ai parce que j'ai la HHIS qui est liée essentiellement à des entreprises américaines, mais j'ai pas le volet international. Puis à l'heure actuelle, je n'avais pas identifié l'entreprise à caractère international qui donnait une bonne performance élevée avec des leaders de catégorie, ce qu'on va appeler des blue chips. Il y avait naturellement des indices comme par exemple par rapport à l'indice MSCI World que la compagnie GlobalX avait fait avec des effets de levier, mais c'était pas autant de rendement que ça. Là, on ne parlait pas d'un 27% de rendement annuel potentiel. Sinon, naturellement, j'ai toujours un œil sur les produits de Harvest, comme la HHIS que je parle souvent de mes vidéos. C'est dans les fonds négociés en bourse, je peux vous le dire aujourd'hui, mon fonds préféré dans lequel je vais investir l'essentiel de mon rendement. Pourquoi? Rapport risque-bénéfice intéressant, 19 entreprises, liées à la technologie, et on parle d'un rendement d'à peu près 30%. Pour surperformer ça puis aller chercher plus, il y a Tesla avec 35% de rendement lié à l'entreprise Tesla.
Donc, bientôt, dans quelques mois, ben, ça va faire 1 an que j'ai pris celui-là. Puis, ce que je peux dire, c'est que ben, je l'avais pris au mois de mai 2025. Là, on est au mois de mars 2026. Et je suis très satisfait. Donc, puis là, j'ai décidé aujourd'hui d'en prendre un petit peu avec Palantir. Palantir, entreprise de technologie liée à l'intelligence artificielle, traitement de données, contrat avec des agences gouvernementales comme CIA. J'en avais déjà pris il y a quelques mois Palantir. Là, je reviens à ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, dont le fait que lorsque je vais voir l'action, la valeur de l'action à la bourse, par rapport à Palantir qui est l'entreprise de technologie, je vais un peu vite. J'ai pris PLETE-C, qui est le fonds négocié en bourse avec option d'achat développé par la compagnie Harvest, qui se rapporte à l'action de l'entreprise Palantir Technologies. Et Palantir Technologies est passé de 207 US à 152 US. Donc là, j'ai l'impression qu'il va se remettre à réaugmenter. Pourquoi? Ben, c'est la technologie de contrôle de l'information, entre autres. Et en période de guerre et de tension entre les États-Unis et l'Iran, c'est probablement certain qu'eux autres ils vont avoir des besoins importants parce qu'il va y avoir les possibilités de menaces d'attaque en sol américain et autres qui vont en sol israélien aussi qui vont sans doute augmenter. Donc, je vois un potentiel par rapport à cette entreprise-là, compte tenu du contexte présentement géopolitique international. On verra bien ce que ça va donner. En fait, c'est quelque chose que je vais porter vigilance. Sinon, c'est quoi que j'avais d'autre à dire? Bon, la vidéo des visuaux. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est la tournure que vont prendre les événements. Soit que les États-Unis fassent ce qu'on appelle une guerre éclair spectacle, ou d'ici quelques semaines, les États-Unis se retirent carrément là, du Moyen-Orient, là, qui arrêtent d'attaquer l'Iran, puis ils s'en vont. Parce que, dans le fond, ils vont avoir dépensé beaucoup d'argent là, en quelques jours, puis ils vont faire des dommages importants à l'Iran dans l'optique de neutraliser leur capacité de production d'armes nucléaires. Puis bon, ils évaluent que la mission est accomplie. Ça, c'est un scénario possible. L'autre scénario, c'est l'enlisement, c'est-à-dire les États-Unis dépêchent des marines sur le sol. Marines, c'est des soldats d'élite américains. C'est pas nécessairement des marins là, qui sont sur des bateaux. Ils sont là pour faire des opérations spéciales en sol iranien. Les opérations spéciales, ça peut être de neutraliser certains dirigeants de l'Iran, certaines installations militaires aussi. Fait que là, ça va être de voir qu'est-ce qui va advenir. Ça aura un impact au niveau de la valeur des actions, mais le point que je veux dire, où ce que j'en suis, c'est qu'une partie de mon argent va être plus investie, une toute petite partie, plus à des comptes du contexte présent, comme l'augmentation du pétrole. Mais l'essentiel, c'est plus dans des fonds négociés en bourse qui me donnent des revenus passifs. Et l'un des deuils les plus difficiles à vivre en tant qu'individu, c'est d'avoir l'intelligence de reconnaître qu'on n'a pas nécessairement l'intelligence pour comprendre et contrôler toutes les variables dans l'optique de comprendre la trajectoire d'où on se trouve, puis il y aura toujours des éléments qui vont nous échapper ou qui vont créer des imprévus. Donc, on ne peut pas parvenir en réfléchissant à une compréhension de type métacognitive de l'ensemble du système. C'est trop complexe. C'est pour ça que l'essentiel de mon argent, je m'intéresse à la bourse en tant que curiosité de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'analyse technique, mais je vais plus concentrer mon énergie sur des fonds passifs qui me donnent un rendement cumulatif au fil du temps. Et c'est comme ça que je procède. Mais il y a quand même façon de chercher du rendement. Là, je veux dire, quelqu'un qui va chercher une moyenne de 30% par année de rendement ou du 35 ou 36%, moi je trouve ça quand même bien. Là. Surtout que le risque est, à mon avis, moins élevé que quelqu'un qui spécule avec des effets de levier x2, x4, que là c'est plus dangereux de tout perdre, si on peut dire, là,
en quelques heures ou quelques semaines. C'est ma perspective. Et c'était mon commentaire aussi là, par rapport à la situation présente. Donc, les prochains jours vont être cruciaux. Moi, la façon que je vois ça, c'est d'ici à peu près 20 jours. Donc, si les États-Unis ne se retirent pas du conflit au Moyen-Orient, il y a la possibilité d'un enlisement et que la valeur du pétrole, plus de 100 dollars à la pompe, soit quelque chose qui ne soit pas juste temporaire, mais quelque chose à long terme. Puis si c'est à long terme, ben, ça pourrait compromettre la réélection des membres de l'équipe de Trump aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Certes, le fait que les États-Unis aient attaqué l'Iran a sans doute plu naturellement au public américain pro-israélien. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va aller chercher une partie de l'auditoire de faire ça. Il y a des gens qui ont été sans doute contents. Sauf que naturellement, ça ne plaît pas à tout le monde, dont les Iraniens qui pourraient être tentés de perpétrer un attentat au sol américain dans les prochains jours. Ce qui, à ce moment-là, ferait augmenter le prix du pétrole, ce qui fait que je reste positionné par rapport au pétrole. C'est juste que je suis positionné avec un effet de levier. Ma confiance dans le pétrole est en lien, entre autres, avec le fait que les États-Unis s'endettent d'une manière exponentielle. Tant que les États-Unis vont continuer à s'endetter, là, ils s'endettent par rapport aux dépenses militaires à coups de milliards de dollars par jour, parce que d'intercepter des missiles puis d'en envoyer, là, ça coûte une fortune. Ben, qu'est-ce que ça me donne comme signal? Les États-Unis continuent de s'endetter, c'est-à-dire qu'il y a une inflation monétaire ou ce que la dévaluation de la monnaie va continuer, ce qui veut dire concrètement que par la suite, l'or risque de s'apprécier. C'est la façon que j'interprète ça. Fait que moi, l'histoire que le baril du pétrole va être à la hausse, ça ne durera pas éternellement. Puis l'or va sans doute éventuellement passer le cap du 10 000 US, au même titre que le Bitcoin du 1 million de dollars US. Éventuellement, ça ne sera sans doute pas demain matin, mais c'est juste sans doute une question de temps. Donc, ça va être des dossiers à suivre. Et comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis de ne pas me croire, de vérifier tout ce qui est dit d'une manière indépendante, de faire preuve d'esprit critique. Et à bientôt. Au revoir.